bienvenue à la rédaction d'Aliancy. Merci d'être avec nous ce soir. Nous avons la chance d'avoir pu réunir quelques intervenants en physique avec nous ce soir pour parler de ce thème qui est la conclusion de notre programme d'enquête Le numérique en pratique, qui a été mené pendant plusieurs mois sur les sujets RH. On a un thème ce soir qui est le futur du travail et la digitalisation, à quel point c'est un défi RH, l'engagement des collaborateurs en tant que tel. C'est une question qui est ressortie de manière assez notable de l'enquête qu'on a menée de ce programme, qui a consisté à série d'interviews de DRH évidemment et d'autres acteurs de l'écosystème RH en pleine transformation. Il y a eu également des ateliers où on est allé demander à un certain nombre d'acteurs de se confronter un peu sur quelles étaient leurs priorités après grosso modo 2 ans de crise. On leur a aussi demandé comment ils se projetaient vers l'avenir, quelles étaient leurs priorités, les chantiers qui étaient peut-être les plus difficiles. On en a sorti des grands axes de priorité qu'on a réunis dans une synthèse, le guide numérique en pratique, qui est un guide donc à Aliancy qu'on a fait avec le soutien de ServiceNow, qui nous accompagne dans ce programme depuis plusieurs années maintenant sur différents thèmes. On avait également parlé de l'expérience client, qui est un autre aspect, de l'expérience collaborateur également, des priorités en pleine crise. Et c'est l'occasion ce soir de revenir sur ce sujet, à la fois avoir des retours d'expérience de ce que vivent des organisations, de se projeter un peu sur la suite, de vous faire partager les quelques enseignements qu'on a pu tirer de ce guide numérique en pratique. Alors, on a, pour vous qui êtes à distance, la possibilité effectivement de vous poser des questions et que vous nous en posiez. Vous avez un module questions-réponses que vous pouvez utiliser pour nous faire remonter les points qui vous viennent en tête. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez également utiliser le chat pour nous faire des commentaires si vous en avez. On les lira avec grand plaisir. Et en retour, nous aurons des petits sondages à vous adresser au cours de cet échange, de cette soirée. Donc n'hésitez pas à y répondre. On est curieux de savoir votre avis sur certains des points. On a la chance avec nous d'avoir des personnes de l'art qui sont directement confrontées à ces problématiques. Donc je vais prendre dans l'ordre, effectivement, les présenter rapidement et ils auront l'occasion de revenir sur leur périmètre exact de responsabilité ensuite quand on se lancera dans le vif des échanges. Nous avons avec nous Franck Gauthier, DRH d'Eiffage Construction. Merci d'être présent ce soir. Nous avons Boris Sirbet, cofondateur du Lab RH. Donc, on pourra en dire plus, mais vous intéressez notamment au principe de l'innovation RH et de suivi de la transformation de ce que vivent aujourd'hui les entreprises et de ce qui... de ces leviers à activer quelque part, qui sont plus ou moins évidents d'ailleurs. Olivier Pichon, donc directeur sur la partie Employee Experience Solutions de ServiceNow, donc notre partenaire, et qui peut amener cette vision, on va dire, de ce que vivent aujourd'hui ses clients sur cette dynamique de l'engagement collaborateur. Et alors, Camille Dard, qui devait être avec nous ce soir, qui est DRH de Planetly Mint, puisque Planetly a été récemment racheté par une autre entreprise qui s'appelle Mint, s'excuse parce qu'elle n'a pas pu se joindre à nous. Elle est effectivement malade, donc elle s'en excuse. Vous trouverez sur Aliancy des échanges que nous avons pu mener avec elle, donc je vous invite à les consulter et j'espère que ce ne sera que partie remise. Nous avons également Florence, malgré tout, la présence féminine. Merci Florence de t'être jointe à nous ce soir. Donc, Florence Boulanger, qui est journaliste pour Aliancy, qui est notamment en charge de notre rubrique sur RH et futur du travail. Donc, elle nous dira 2 mots tout à l'heure, puisque c'est quelque chose qu'on a lancé très récemment, sur lesquels les thèmes vont nous animer toute cette année 2022 notamment. Et Florence a été à la manœuvre pour la réalisation
réalisation de ce guide numérique en pratique, avec Patricia Dredemi, qui est également avec nous dans l'assistance et qui est aussi journaliste. Donc on va avoir l'occasion de revenir un peu sur cette enquête et sur les principaux enseignements qu'on nous a appris en discutant avec les RH. Je regarde si j'ai bien tout dit sur mes petites notes sur le sujet. On va pouvoir se lancer sur cette thématique de l'engagement du collaborateur. Peut-être déjà dans un premier temps, je vais te laisser Florence dire 2 mots sur l'enquête qu'on a menée et on va dire ce qu'on en a retenu et pourquoi finalement l'engagement collaborateur s'est un peu imposé comme un thème phare pour animer la discussion. Oui, bonjour Dorian, bonjour tout le monde. Florence Boulanger, donc journaliste pour Alliancy. Un petit mot sur le guide NUMEP qu'on a bouclé en janvier, qui est le point de départ en fait, d'une réflexion à plus long terme dans notre magazine sur le rôle du DRH et sur ses enjeux et ses priorités. En fait, moi, ça fait une dizaine d'années que je suis journaliste sur les sujets de transformation numérique. Donc j'ai été amenée à interviewer beaucoup de transformateurs et qui finalement occupaient des postes au fil des années, des postes assez différents. Donc j'ai eu en face de moi des DSI, des directeurs du digital, des directeurs de l'innovation, des directeurs de la transformation parfois tout court. Et il manquait, en tout cas j'avais le sentiment qu'il manquait quand même une pièce maîtresse sur l'échiquier, en l'occurrence le DRH qu'on n'entendait pas beaucoup. Pas assez, surtout quand on veut passer à l'échelle et transformer en profondeur. C'était le point de vue d'Alliancy de lui permettre en fait à son tour de se saisir du micro, d'expliquer en quoi il contribue aux transformations de l'entreprise. Et c'est un métier qui est quand même sujet à pas mal de préjugés, voire de fantasmes parfois contradictoires, le DRH dans sa fonction. Du coup, on trouvait intéressant de braquer le projecteur sur lui et en particulier de l'aider, je pense qu'on peut dire de l'aider à changer de stature et à passer d'un statut qui parfois était un petit peu administratif, voire exécutif, à un rôle de stratège. Voilà. Donc pour commencer ce travail, il y avait beaucoup de fils potentiellement sur lesquels on pouvait tirer. On a choisi de s'interroger sur les priorités du DRH. Donc on est allé en chercher une dizaine qu'on a interviewé, Patricia et moi. Alors il en ressort pas mal d'éléments que je ne pourrais pas vous lister là ce soir, vous allez les retrouver dans le guide, mais ce qui était très net de leur part, c'était, je dirais, il y avait 3 grands axes. Il y avait un volet data, donc quelque chose de très factuel, aller chercher des datas, et notamment des datas RH, pour asseoir et défendre leurs convictions auprès des autres directions. Il y avait un volet également binôme, oui, création de binôme avec d'autres directeurs et notamment le DSI, renforcer les liens avec le DSI. Alors ça se croise avec le sujet data, parce que si on veut récolter des données et les analyser, quand on est DRH, on ne fait pas ça tout seul, il faut l'appui du DSI. Et il y avait un 3e volet qui est moins tangible. Donc on en arrive à l'engagement collaborateur, parce que c'est tout ce qui a trait à la guerre des talents, le recrutement, la fidélisation des collaborateurs, avec des notions parfois assez conceptuelles comme le bonheur au travail, le sens du travail, etc. Donc sur tous ces aspects-là, on veut aussi nourrir la réflexion des DRH en allant chercher des témoignages de philosophes, psychologues, sociologues, des professions connexes. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ça nous mène au sujet de ce soir, l'engagement, qui est lui aussi un mot derrière lequel on peut mettre beaucoup de choses et on va essayer de l'incarner et de partager des bonnes pratiques ce soir. Effectivement, merci Florence. Si tu as des exemples au cours de la discussion qui viennent de l'enquête que tu as menée, tu n'hésiteras pas à les partager. Je vous propose justement qu'on rentre dans ce sujet de l'engagement collaborateur avec un petit exercice, peut-être pas de définition, mais en tout cas de ressenti. Parce que le terme en lui-même est toujours un peu facile, et c'est comme beaucoup de choses quand on parle de la transformation des entreprises. Il y a des thèmes qui s'imposent. Tu as parlé du
sens du travail, qui est effectivement quelque chose qui est revenu assez fortement. Mais sur cette notion d'engagement du collaborateur, on a aussi parfois l'impression que c'est quelque part l'arbre qui cache la forêt en termes de ce que chacun voyant midi à sa porte et ce que les uns et les autres peuvent mettre derrière. Donc j'ai envie de vous poser une première question, peut-être rapidement, de dire comment vous-même vous définissez l'engagement collaborateur. Est-ce qu'il y a des indicateurs spécifiques qui sont des indicateurs de l'engagement collaborateur, auquel cas, quels sont ceux que vous utilisez? Je vais commencer, vous êtes à côté de nous. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette notion, et comment vous la définissez? Alors l'engagement collaborateur, c'est vrai que c'est très très large. Moi, je la définis à travers un collaborateur qui finalement s'investit beaucoup dans son travail pour réussir ses missions, travaille aussi dans un collectif de travail et contribue justement à travailler en équipe et avec un objectif clair de contribuer finalement à la performance de l'entreprise avec les objectifs qui sont identifiés. Donc son job, finalement son équipe, avec un objectif clair, finalement contribuer aux objectifs de l'entreprise. Boris, avec une perspective qui est sans doute différente de celle du DRH d'une grande entreprise. Alors attention, moi je suis philosophe, donc je vais peut-être plutôt partir sur un autre terrain, mais c'est bien, je pense que c'est assez complémentaire. Moi, ce qui me vient en fait par rapport à l'engagement, alors les neurologues vous diront en fait le cerveau ça fonctionne soit par rapport aux opportunités, soit par rapport aux menaces. Mais pour le dire en fait plutôt par le langage de la psychologie et de la philosophie, soit c'est la peur, soit c'est l'amour en fait. Vous voyez, c'est que en dernière analyse, quand on fait quelque chose, soit on est dans une contrainte parce qu'on va avoir peur de quelque chose, soit on va le faire parce que c'est une envie, c'est un élan. Et donc clairement pour moi l'engagement en fait c'est ce qui est du côté de l'envie, de l'élan, du sens. Il y a ce côté de la difficulté de l'entreprise de manière générale aussi, soit à créer cette envie, soit à créer de la contrainte qui est assez naturelle par la force des structures. C'est un peu délicat selon les individus, selon les personnes, cette notion elle peut être assez variée, j'imagine. Oui, mais je vous dirais en fait c'est une organisation, mais c'est tout simplement dans la relation humaine. C'est-à-dire que finalement, soit en fait je construis sur un terrain où je vais essayer de contrôler le comportement de l'autre, dans la relation amoureuse, quoi. Soit en fait je vais créer un espace qui est je prends un risque dans la relation en fait et qui va être un risque réciproque où je ne saurai jamais comment va réagir l'autre, je n'aurai pas la garantie, mais c'est vivant. C'est vivant parce que je crée cet espace de liberté. Donc c'est très intéressant parce que pour moi en fait dans la relation entre les individus et l'organisation c'est la même nature, on trouve toujours la nature humaine, quoi. Et les mêmes règles potentielles. Et oui, tout à fait. Olivier, avec cette vision que vous avez plutôt d'être un offreur de technologie qui s'adresse à ces acteurs et qui vient d'un monde au départ d'ailleurs, vous pourrez peut-être en dire deux mots, qui n'est pas le monde des RH en tant que tel, et sur lesquels vous avez vu des parallèles avec d'autres types d'acteurs que vous avez rencontrés. Oui, effectivement, ServiceNow a commencé par faire des solutions orientées IT, gestion des tickets informatiques. Puis on a été sur le domaine de l'expérience client, donc vous avez vu un guide. Et puis aujourd'hui, l'expérience employée, depuis avant la pandémie, c'est pas opportunistique sur la pandémie. Et je dirais que pour moi, l'engagement, ce que ça me rappelle, c'est vraiment donner des solutions simples à l'employé pour qu'il puisse se concentrer sur ces tâches qui sont à valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, tous les problèmes qu'on avait de demande de requête sur une demande RH, excusez-moi, où je veux juste une attestation, très simplement, pouvoir le donner à l'employé et qu'il reste concentré sur sa tâche principale. Et pour moi, l'engagement, effectivement, c'est vraiment le plus important, c'est effectivement l'accompagnement humain. Donc, nous, on fournit une solution qui accompagne et qui permet de mettre en place des solutions, des engagements plus intéressants entre le RH et l'employé, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a autour de l'engagement collaborateur, on peut imaginer qu'il y a pas mal de pollution du quotidien qui crée autant de friction sur qu'est-ce que je fais là, est-ce que c'est vraiment pour ça que je suis là ou que j'interagis avec les autres acteurs de l'entreprise. Donc en essayant d'agir sur les frictions, peut-être qu'on joue sur la big picture, quoi, grosso modo. Je ne sais pas si Florence, par rapport à ces quelques définitions qu'il y a eu rapides, on va certainement pas être exhaustif, et par rapport aux réponses que tu as eues dans l'enquête, s'il y a des points qui te paraissent évidents à ajouter.
Moi, ça m'évoque la question en rebond sur la définition de l'engagement. Est-ce que l'engagement est le même pour tous les collaborateurs? Parce qu'on sait que dans une entreprise, on a différents types de collaborateurs. Déjà, ils ne font pas le même métier, ils n'ont pas la même ancienneté, ils n'ont pas le même grade sur l'organigramme. Et il y a aussi d'autres façons de les trier, de les distinguer. Alors moi, ça m'a fait penser à un de nos témoignages du guide NUMEP, là justement, qui est le témoignage d'Hélène Bingorine, DRH de la Mutuelle Générale, qui expliquait qu'elle a mis en place un observatoire des aidants, puisqu'elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait énormément de ses salariés qui étaient dans ce cas, qui étaient aidants d'un des parents ou d'un proche en situation de maladie ou de handicap, et que c'était quelque chose d'extrêmement caché, parce qu'en fait, ils ne savaient pas comment gérer ça, c'est pas prévu. Donc ça se traduisait par des horaires aménagés, mais de manière officieuse, parfois des jours de congé, etc. Donc elle a décidé de prendre ce sujet, de créer un observatoire des aidants pour mettre un chiffre sur cette réalité, et ensuite de leur proposer des solutions adaptées à leur situation personnelle. Donc ça, c'est une forme, je crois en tout cas que c'est une forme de facilitation de l'engagement par rapport à un segment de salariés très particulier, le salarié aidant. Ceci dit, ils seront très nombreux, je crois que c'est 1 sur 4 à un horizon très court, 2030, donc c'est quand même un sujet pour tout le monde. Donc je reviens à ma question, les aidants, ce sont des salariés, un type de salarié parmi d'autres. Quelle distinction vous faites entre les collaborateurs autour de cette notion d'engagement? Est-ce que l'engagement doit changer de visage en fonction de la personne à qui on s'adresse? Typiquement, les managers, les experts, les salariés qui sont sur le terrain, Nous, en tout cas, on voit beaucoup de demandes, les personnes qui sont équipées informatiquement et les personnes qui ne sont pas équipées informatiquement. Comment je peux donner accès à des outils. À la même chose, quoi. En gros, à la même chose, alors que je n'ai pas forcément les mêmes outils. Oui. C'est quelque chose un point très important que je vois aujourd'hui avec beaucoup d'entreprises. Je pense que... Franck, vous avez... Oui, je crois que les besoins ne sont pas les mêmes. Tout le monde a envie d'être engagé, a besoin d'être engagé par rapport à son entreprise, son travail, ça c'est clair. Par contre, non, les besoins ne sont pas les mêmes. Un manager n'a pas les mêmes besoins. Il a aussi besoin d'être engagé. Il faut aussi qu'on se pose la question de l'engagement propre du manager, parce que lui aussi, avant de croire qu'il doit engager ses collaborateurs, il faut que lui-même soit investi là-dessus. Les experts, vous en parliez par rapport à ça. Et puis il y a aussi, finalement, quelque part, la somme la plus importante de collaborateurs qui sont ni experts, ni talents. Et finalement, parce que les talents, il y a des programmes pour eux. Les experts, on ne les oublie pas avec la formation interne. Il y a toujours des choses. Par contre, il y a le plus grand nombre. Et là, pour cela, c'est plus difficile, finalement. Et pourtant, ce sont les piliers de l'entreprise, c'est sur eux qu'on compte. Parce que c'est eux qui font le quotidien, en fait, largement. Et là, il faut des réponses différenciées. Et c'est bien souvent là qu'on a des difficultés à en trouver, je trouve. Moi, je ne changerais pas ma définition par rapport à tout à l'heure. Pour moi, l'engagement reste effectivement quelque chose qui se joue dans un espace de liberté. Après, je vous rejoins complètement par rapport à ce que vient de dire Franck. Là, c'est très juste. Après, si on essaie de raffiner un petit peu, je pense que dans les dimensions, les facteurs, finalement, l'engagement, il y a vraiment quelque chose autour de moi qui est très important autour du sens. En gros, si je ne comprends pas ce que je fais, si je ne comprends pas le rôle que j'ai, le rôle qu'on les donne, etc., si je ne vois pas l'impact positif de ce que je produis au quotidien, c'est plutôt un facteur de désengagement. Il y a quelque chose qui est très clairement autour, ça c'est très important, et ces dernières années, ça a vraiment pris pour moi une importance très considérable, autour du cas de confiance. C'est-à-dire, est-ce que le lundi matin, j'arrive avec la boule au ventre et je ne peux pas exprimer mes peurs, ou je suis dans un espace où je peux en parler. Donc ça aussi, ça aide beaucoup dans l'engagement, si vous voulez, quand vous êtes sur un terrain, vous pouvez avoir ces espaces d'expression. Ça, c'est assez universel encore. Après, je pense qu'on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus spécifiques aux individus. Il y a des gens qui sont engagés parce que pour eux, c'est important en termes de reconnaissance. Il y a des gens qui sont engagés parce que pour eux, c'est important l'argent, le salaire. Il y a des gens qui sont engagés parce qu'ils vont apprendre des choses au quotidien. Il y a des gens qui sont engagés parce qu'ils s'éclatent. C'est tout simplement le plaisir, le jeu aussi, ça compte. Voilà, donc après, oui, il y a plein d'autres dimensions, plein de modèles qui peuvent être mobilisés pour expliquer. L'Institut Gallup, en gros, ils ont 12 dimensions pour définir l'engagement, par exemple. C'est vrai qu'on
dans ce qu'on entend aujourd'hui quand on interroge les entreprises de manière un peu générale là-dessus, elles ont tendance à se focaliser sur certains points. Je pense celui qui est très à mode aujourd'hui, des valeurs de l'entreprise au sens message global, qui vont parfois jusqu'à l'entreprise à mission comme étant un facteur d'engagement. Et ça, c'est un peu peut-être une approche où on englobe tout et très générique, sans même parler forcément des problèmes qu'il peut y avoir à vouloir mettre des mots ou à incarner ces valeurs-là. Et on a l'impression qu'effectivement, toute la partie sur finalement la flexibilité, l'adaptabilité, l'autonomisation peut permettre de répondre à cette variété qu'il y a de dire chacun voit un peu, comme je le disais, midi à sa porte, et du coup l'entreprise elle ne va pas pouvoir forcément tirer d'elle-même tous les leviers si elle ne laisse pas cet espace de liberté. Peut-être une question pour les managers et qui sont en entreprise, là, est-ce que vous auriez un exemple d'un levier que vous avez activé qui vous semble quelque chose de très concret, avec un périmètre bien défini et qui est générateur de cet engagement, quelque chose qui vous a paru un peu clé à un moment donné à faire concrètement? Moi, j'ai une expérience qu'on a menée l'année dernière, c'est dans le cadre des entretiens individuels. Aujourd'hui, c'est de poser la question aux collaborateurs, tiens, souhaitez-vous partager vos savoirs, souhaitez-vous être formateur interne? C'est une question qu'on n'avait jamais posée. On a notre université, finalement, sur laquelle chacun peut contribuer. Et on cherche à ce que véritablement partager la connaissance. Et finalement, en posant juste cette question, on s'est retrouvé avec 300 candidats, un peu 304 candidats comme ça à la formation interne. Tout le monde n'avait pas du savoir. Enfin, en tout cas, ils se sont interpellés en disant moi, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de partager quelque chose, j'ai envie de donner finalement à l'entreprise, mais surtout aux autres par rapport à ça. Et ça, c'était assez concret, c'était un peu une surprise. Et ça, c'était une vraie source de satisfaction par rapport à... Voilà. À la fin, il n'y en a pas eu 300, il y en a eu 80, je crois, qui vont contribuer. Mais en tout cas, c'était un beau geste, je trouve, des collaborateurs en termes d'engagement. Et puis le simple fait de poser la question qui n'avait pas été posée au final. Incroyable. Elle déclenche. Olivier? Moi, en tant que manager, j'aime bien utiliser le fait d'expliquer pourquoi je leur demande quelque chose. Et ça leur donne vraiment un sens. Et je me suis rendu compte qu'au début, on leur donne des tâches, mais s'il n'y a pas un sens global, ils ne voient pas, ils sont dans leurs tâches potentielles et ils sont perdus. Alors que physiquement, j'ouvre. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est les entretiens, moi j'aime bien les faire un peu différents. Pas forcément, même avant la pandémie où on se voyait beaucoup, je ne les faisais pas dans des bureaux. Je marchais et j'essayais d'expliquer différemment les choses pour qu'ils aient, je pense, un meilleur engagement. Et changer le cadre, casser l'attente qu'il peut y avoir autour de l'entretien. Oui, effectivement, c'est intéressant. Je vous propose, avant qu'on poursuive les échanges, peut-être avoir ce petit sondage auquel je faisais référence précédemment, donc de vous poser la question justement sur ce... voilà, dans votre entreprise, est-ce que vous-même, vous estimez que l'engagement des collaborateurs est-ce que c'est un sujet de premier plan où il y a des actions concrètes, où vous sentez qu'il y a des actions concrètes qui sont menées? Est-ce que c'est présent dans les discours parce qu'on va dire c'est à la mode de parler de ça, mais au final vous en ressentez peut-être pas forcément les effets? Est-ce que pour vous c'est peut-être tout simplement un sujet qui n'est pas abordé ou pas de cette façon-là? Et il n'y a pas au final grand-chose qui se fait. Bon, voilà, si vous avez quelques questions que vous pouvez, on va vous laisser quelques secondes pour répondre et ensuite faire réagir nos invités sur ce point-là. Mais Anne-Lise qui est à la manœuvre en régie. Oui. Juste une petite question, donc je ne sais pas si vous entendez, de Barbara, demande: serait-il possible d'avoir la référence sur les 12 modèles de l'engagement évoqués par M. Sirbé? Oui, c'est sur l'Institut Gallup. Vous pouvez aller voir, en fait, c'est le plus grand institut européen qui publie chaque année en fait, des enquêtes sur le niveau d'engagement des entreprises pays par pays. Et là, vous avez les 12 dimensions. Après, je ne me souviens plus exactement par cœur, pour être honnête, mais voilà. Vous avez leur manuel sur le site. Alors, on a eu quelques réponses, donc n'hésitez pas à répondre à ces petits sondages quand on les postera. Alors, bon, c'est une représentation limitée de notre panel, mais on voit qu'il y a quelques personnes, tendance à avoir plus de personnes qui disent que ce n'est pas un sujet
aborder qu'un sujet qui est vraiment traité. Alors, merci en tout cas pour le retour. Bon, si vous êtes avec nous ce soir, malgré tout, c'est que ça vous intéresse, ce thème. Donc peut-être qu'il y a, pour certaines personnes, il y a ce petit décalage. Je vais vous poser directement la question avant de passer à la suite d'ailleurs. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est un thème qui est abordé sérieusement, je veux dire au-delà des initiatives individuelles, qui est en tant que tel un peu incarné par les entreprises, ou est-ce que c'est un thème prétexte qu'on ressort parce que ça fait bien? Peut-être Boris, si je vois sur la vision que vous pouvez avoir. Je sens que j'ai un peu la fonction de lâcher les grosses bombes là, donc c'est ça. Non mais ok, donc là-dessus si vous voulez, alors peut-être juste avant de répondre à cette question, revenir sur les dimensions d'engagement. Parce qu'en fait l'engagement pour moi c'est un peu comme construire une maison, quoi. Il faut d'abord faire la fondation, et puis ensuite les murs, et puis ensuite le toit, quoi. Donc moi j'avais une perception il y a encore 4-5 ans, où je mettais vraiment le sens comme la fondation. Je dis voilà, si vraiment on éclaire le sens porté par chacun, chaque collaborateur, chaque manager, si on le connecte à l'intérêt comme à l'entreprise, et là on construit la fondation. J'ai un peu changé d'avis. Je me suis rendu compte que quand il n'y a pas le cadre de confiance qui est d'abord posé, on arrive le lundi matin, on peut vraiment dire ce qu'on ressent au fond, et notamment parler de ses peurs, crever des abcès, etc. Quelque part, tout ce qu'on essaie de construire sur le sens va être un petit peu faussé parce qu'il n'y en aura pas au fond des choses. C'est pour ça que quand il manque en fait ce cadre de sécurité psychologique pour se dire les choses franchement dans l'entreprise, quand on fait des process vision, c'est ce qui fait la différence entre les entreprises où c'est très puissant et on a un truc très incarné, et les choses c'est beaucoup plus dilué, beaucoup plus, parce qu'il manque ça en fait. Donc je dirais pour moi les entreprises qui n'ont pas ce cadre-là, et ça commence par la tête, ça commence par les CODIR, par les COMEX, en fait évidemment tout le reste va être un petit peu superficiel et artificiel. Quand il y a ce cadre de sécurité et qu'on peut se dire les choses franchement, évidemment, vous voyez, ça rayonne dans toute l'entreprise et là, quelque part, tout le reste de la maison va pouvoir se construire de façon solide. Et l'engagement sera réel. La taille de l'entreprise a un impact? Alors, la taille, ça compte. Ça compte parce qu'il y a même des gens qui ont fait des recherches là-dessus, si vous voulez, et ça rejoint vraiment la dimension notamment de voir son impact. Vous savez, il y a ce fameux truc, en fait, si on n'arrive pas à réunir les équipes autour de pizza, c'est que c'est trop vaste. Ça n'empêche pas, en fait, de faire des grandes entreprises, hein. Mais c'est juste qu'il faut avoir ensuite, à l'intérieur des entreprises, des équipes qui, elles, sont à taille humaine. Et surtout, où les gens, les collaborateurs et les managers vont pouvoir avoir, en fait, le résultat concret de leur travail à leur échelle. Donc il y a vraiment cette question, en fait, est-ce qu'on est... Et ça atteint, dès que vous êtes à 300, 400 déjà, on est au-dessus du seuil. On revient au principe de l'agilité, notamment, qui se développe beaucoup dans les entreprises. Franck, votre perception sur... Est-ce que c'est traité sérieusement ou est-ce qu'il y a un peu des effets de manche parfois dans la façon dont l'entreprise aborde ces questions-là? Je crois que c'est un sujet qui est incontournable aujourd'hui. Si on regarde un petit peu les notions, les générations, on parlait des experts, des collaborateurs, si on veut finalement aussi inscrire tout le monde dans la durée, même si c'est toujours difficile quand même aujourd'hui, à un moment donné, ça ne peut pas être un effet de manche, ça ne peut pas être un effet de mode. Par contre, ce n'est pas quelque chose qu'on a tout de suite. Pour moi, c'est un travail dans la durée qui s'inscrit vraiment étape après étape. Et l'objectif, c'est essayer de n'oublier personne par rapport à cette situation. Donc, ce n'est pas un effet de manche, c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut s'engager. Et en commençant par les CODIR, qui doivent aussi montrer l'exemple et cette notion d'exemplarité, et progressivement descendre sur le terrain, mais au plus près du terrain. Faut pas, et chaque strate, et c'est là aussi ça prend du temps, c'est que tout le monde l'incarne progressivement jusqu'au premier niveau finalement de management et d'opérateur. C'est difficile de marquer un gros coup moi, j'y crois pas. Sur le sujet. Ouais. Florence, par rapport à les entretiens que tu as pu mener sur l'enquête, etc., quel est le sentiment que tu as eu sur la façon dont était perçu le sujet? Alors sur le sujet CODIR, il faut que ça vienne d'en haut, etc., c'est revenu plusieurs fois effectivement. Ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est que finalement la crise, le télétravail massif et soudain avait propulsé le DRH sur le devant de la scène et que pour certains d'entre eux, alors je pense notamment à Hervé Rambaud chez GRT Gaz, pour certains d'entre eux, c'était l'occasion quasiment d'enfoncer la porte du COMEX parce qu'il n'y avait pas le choix et il fallait que ça tourne, il fallait que les boîtes tournent et donc il fallait trouver une solution tout de suite. Et c'était le sujet organisation du travail, pour le coup, était prioritaire sur tous les autres.
Donc mon sentiment, mais par contre c'est là que j'ai une question, mon sentiment c'est que l'actualité des 2 dernières années a favorisé une espèce d'ascension du DRH, qui en tout cas est peut-être plus écouté qu'avant. Je me demande, déjà je me demande si vous partagez ce point de vue, et puis je me demande si c'est un phénomène durable ou s'il a besoin finalement de consolider cet élan. Est-ce que le DRH a profité de la... Je ne sais pas le dire par rapport à mon organisation. Une chose est sûre, c'est qu'en tout cas cette situation et ce constat lié en tout cas à l'engagement des collaborateurs nécessite une évolution de la fonction. Vous parliez tout à l'heure de fonctions plutôt régaliennes, administratives. Une chose est sûre, c'est que clairement aujourd'hui la fonction doit se positionner différemment. Est-ce que c'est lié à la crise sanitaire, un effet suite à cette rupture? Peut-être. En tout cas, moi, dans mon organisation, c'est ce que je constate, on attend plus, on attend des choses différentes en matière DRH. Mais le boulot, il ne se fera pas tout seul, il se fera forcément avec les managers. Et là aussi, il y a un gros travail à faire vis-à-vis de... Pour moi, c'est 2 axes. Le management, la posture managériale, et puis la fonction RH, un nouveau positionnement, un nouveau rôle. On va avoir l'occasion d'y revenir. On a aussi des DRH qui sont présents avec nous ce soir, donc ils auront peut-être l'occasion de réagir à la fin de l'échange sur comment ils ont perçu ces propres enjeux de transformation. Je voudrais, avant qu'on passe à notre deuxième partie de l'échange, vous faire jouer le jeu d'un petit quiz rapide où, si vous pouvez répondre en un mot ou une phrase à la question que je vous pose pour qu'on puisse faire du tac au tac. Voilà, c'est des questions qu'on aime bien poser chez Aliancy. On les dérive un peu selon le thème. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui un mot ou une expression qui est pour vous légitime, un buzzword, quand on parle de l'engagement collaborateur ou de manière plus générale peut-être de la transformation RH? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace et dès que vous entendez le mot, vous vous dites c'est pas possible, il est sorti dans la réunion? Je voulais éviter ça. Olivier? Compliqué. C'est compliqué les RH? Non, la transformation c'est compliqué. Ça, je pense qu'on peut faire l'effort, il y a du travail, mais c'est compliqué. C'est enfoncer une porte ouverte. Boris? N'importe quelle phrase qui commence par « il faut ». Il n'y a plus qu'à. Il n'y a qu'à faut. C'est facile ça. Et puis moi c'est un mot, c'est quelque chose que j'entends, auquel je compare, c'est le mot Chief Happiness Officer. Ah oui. Avec ça ne résout rien, mais finalement il y a des gens qui considèrent que c'est important dans l'engagement des collaborateurs. Je ne supporte pas. C'est le terme à la mode qui détourne un peu l'attention. Exactement, oui. Deuxième question, est-ce que vous pouvez me dire très rapidement une anecdote où quand ça vous est arrivé, vous vous êtes dit ah là j'ai un collaborateur qui est engagé, peut-être qu'il ne l'était pas avant, mais là je le vois, ou quelque chose qui a été fait où vous vous dites c'est pour ça que ça mérite d'être au premier plan cette question. Est-ce qu'il y a un point comme ça qui vous revient dès qu'on vous parle d'engagement collaborateur, qui vous revient en tête comme étant l'anecdote type ou vraiment intéressante qui est ressortie? Ça me fait penser à un collaborateur qui revient dans l'entreprise, qui a démissionné, qui est parti, et finalement qui dit à travers finalement ce que j'ai en termes d'état d'esprit, en termes de collectif de travail, en matière de plaisir, pour dire, non, j'ai envie de revenir, c'est là que j'ai envie d'être, finalement. C'est plutôt positif. Boris? Moi, vraiment, ce qui me revient, c'est plusieurs moments, et tous les moments en fait, où on se dit les choses les plus dures à se dire, quoi. Enfin, je suis toujours sur mon fil rouge de l'authenticité, quoi. Qui, à mon avis, est le premier facteur d'engagement. Il y a des moments où crève l'abcès, vous avez utilisé l'expression. Alors là, effectivement, ça pète entre associés, etc. Puis après, on se dit, mais pourquoi on ne se l'est pas dit plus tôt, en fait? Voilà, ça simplifie tout, et ça y est, on se réengage ensemble. Olivier? Moi, j'ai envie de me dire, j'ai un peu dit l'anecdote tout à l'heure, mais c'était effectivement changer un peu les habitudes de one-to-one, donc en tant que manager. Et j'ai envie de dire, voilà, il faut que les DRH nous accompagnent en tant que manager dans le coaching. Effectivement, vous êtes devenus des coachs. Comment on peut, nous, à notre niveau, une dizaine de personnes, avoir les meilleures pratiques et comment mieux engager les équipes? On a parlé un peu avec Olivier d'outils, de solutions. Là, la question est un peu prétexte, mais si on pouvait s'il y avait un outil de vos rêves qui doperait l'engagement collaborateur, et je parle d'outils au sens large pour le coup,
ça pourrait être une méthode ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y aurait? Ça serait, alors je perçois certaines réponses déjà qui pourraient... Oui, faire attention, parce que moi je vais faire de la pub. Hein, c'est pas forcément un outil voilà, en termes de solution, mais est-ce que aujourd'hui, voilà, l'outil de vos rêves pour doper l'engagement collaborateur, qu'est-ce qui porterait, quelle serait sa caractéristique? Qui veut se lancer? Moi, j'aimerais bien avoir un outil dans mes rêves qui, pour moi, l'engagement collaborateur, ce qui est aussi très important, c'est la reconnaissance finalement. Et quel que soit son poste, quelle que soit sa mission, finalement, reconnaître la valeur ajoutée du collaborateur. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout qui sait identifier finalement cette reconnaissance, la mettre en valeur, dire toc toc manager, en fait, n'oublie pas, ton collaborateur a fait quelque chose de bien, n'oublie pas de lui dire de faire le feedback. C'est ça, c'est très important. Ça n'existe pas, ce serait bien. Maurice? Ouais, mais en fait, je suis assez d'accord là-dessus. Pour le coup, non, mais cette question de l'économie de la reconnaissance, elle est absolument centrale. Et surtout, le moment où on apprend à se donner soi-même de la reconnaissance, en donnant aussi la reconnaissance aux autres. Ça, c'est absolument clé. Parce que je pense que beaucoup de comportements, de conflits, de stratégies d'évitement qui existent dans les organisations, c'est une manière en fait de chercher à acquérir de la reconnaissance par des voies détournées, quoi. Donc si on se le dit franchement, tout de suite, ça change tout. Hein. Donc après, j'ai envie de dire, voilà, je ne vais pas parler du LabRH, mais c'est tout un écosystème avec plein de solutions. Dont certaines qui tournent autour de ça. Et puis moi, à titre personnel, je développe des choses autour du parcours du héros. C'est comment en fait... le parcours du héros. Ouais, le parcours du héros dans l'entreprise. Comme on dit, un parcours du héros dans l'entreprise. En disant chacun, finalement, en ayant affaire à ses peurs et en les surmontant, devient héros. Quoi. Voilà. Olivier? Alors moi j'ai envie de comparer après avec mon expérience précédente où je m'occupais de la relation client, où on a eu un grand changement et là on se rend compte que les employés demandent des outils accessibles facilement sur un téléphone mobile et en particulier les nouvelles générations. Donc vraiment savoir les aspects d'ergonomie plutôt facile à utiliser dans ma poche, bon là je ne l'ai pas, mais de mon téléphone et je peux faire ça où je veux, quand je veux, dans un instant où j'ai un peu de temps. Je ne peux pas donner de marque, mais le grand fournisseur aujourd'hui qui a livré beaucoup de personnes, une expérience très simple. On a fait ça pour les consommateurs. Maintenant, les employés souvent veulent avoir la même chose. Et on se rend compte que les entreprises, maintenant, peut-être que l'employé est plus important que le consommateur pour pouvoir pérenniser l'entreprise à long terme. Merci. Un des points sur lesquels on peut continuer cette discussion, c'est dans ce que vous semblez dire, c'est qu'il y a un appel à quand même des remises en question finalement sur les façons de faire plus traditionnelles. Florence en a parlé en ouverture, on est quand même sur une profession DRH qui traîne un certain nombre de mythes avec elle, où les gens font beaucoup de représentations, ils ont toujours beaucoup de choses à dire. On se pose la question, et c'était un des points de l'enquête, à quel point justement le DRH doit se remettre en question et à quel niveau pour devenir ce directeur de la transformation ou ce moteur de la transformation. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des points pour vous qui sont évidents, que ce sont des réflexes assez anciens qu'il faut remettre en question pour le métier en tant que tel RH, quand on est un DRH? Et je commence du coup par le DRH. Par le DRH. Bon, je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'il faut aussi se détacher aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'outils, finalement, de aujourd'hui qui sont capables de faire toute la gestion administrative, gestion de la paye, des choses basiques qui sont au cœur du métier, qui sont importants, notamment pour la sécurité du collaborateur, le fait qu'il soit payé correctement tous les mois, c'est très important. Et finalement, je crois qu'il y a un certain nombre d'outils qui doivent être mis en œuvre et le DRH doit se concentrer sur autre chose, qui est justement finalement apporter autre chose au collaborateur, apporter autre chose à son patron, prendre une posture justement d'aller challenger son patron, d'aller remettre en cause des organisations, des manières de faire, des situations. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis s'ouvrir sur l'externe. Je crois que souvent les DRH sont trop tournés vers l'interne, sur leur propre organisation, et ils ne prennent pas le temps, ils considèrent que ça ne fait pas partie du job de s'ouvrir, d'aller chercher des solutions, d'aller voir le LabRH par exemple, pour justement... Je fais de la pub. Non mais très bien, et justement d'aller chercher d'autres choses et de se dire tiens, est-ce que je peux l'adapter, est-ce que je peux le transférer, en parler à mon patron, tiens, si on expérimentait ça. Et je crois que la fonction du RH doit évoluer dans ce sens-là et finalement ça contribuera finalement au progrès de l'entreprise, à la performance de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres points comme ça qui vous viennent comme étant des réflexes du passé Oui. En fait, si vous voulez, ce que je vois, c'est que le Covid, ça a un petit peu en fait, fait sortir deux choses dans le monde, j'ai l'impression, des DRH. J'en parle avec un autre regard que l'autre, je suis moins dedans.
Mais c'est soit à mon avis, il y a des DRH qui sont vraiment devenus des leaders, c'est-à-dire vraiment ils ont été forgés dans l'épreuve et dans le feu, quoi. Et ils sont sortis de là en disant mais finalement en fait je continue à jouer mes rôles autour de toutes les fonctions traditionnelles, plus je deviens vraiment un leader de la transformation. Mais vraiment à la même hauteur en fait que n'importe quelle fonction clé de l'entreprise. Et puis il y a plutôt des DRH qui sont devenus ils sont passés d'exécutants à super exécutants. Vous voyez, il est toujours un peu entre le marteau et l'enclume, avec toutes ces contraintes il faut piloter, régler les problèmes du corps social, les conflits, etc. Mais qui n'ont pas complètement réussi à prendre leur envergure. Et je pense que c'est malheureusement encore la majorité aujourd'hui. Et donc, tout ça pour souligner que, à mon avis, c'est fondamental d'accompagner la transformation, et je vais utiliser un mot un peu fort, identitaire finalement de la fonction RH et des DRH. Et là, toute la question du coaching, de comment vraiment on les fait monter en puissance et comment on les révèle, devient absolument clé aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a quelque part, nous aussi, on fait preuve d'un peu de facilité en parlant des DRH de manière générale, alors que selon les entreprises, selon les profils, selon le périmètre exact de responsabilité, voire même selon leur parcours, on a des profils de DRH qui sont très différents, y compris dans leur mission dans certaines entreprises, dont on ne peut pas attendre exactement la même chose. Olivier, chez vos clients, vous voyez cette envie de remise en question, de se dire, voilà, c'est pas juste j'achète un outil quelque part, mais je mène la transformation, quoi. Classiquement encore, pour l'instant, je vois beaucoup le DSI qui est en charge de ce choix. Ouais. Mais je vois de plus en plus maintenant, et c'est nous qui insistons pour parler au DRH, pour voir la vraie problématique qu'il a à résoudre et les enjeux qu'il a à résoudre. Mais ce n'est pas encore quelque chose de naturel, mais je pense que ça a été bien résumé avant. Il y a encore une transformation à faire, l'ouverture et regarder ce qui se fait, et je pense oser demander. Il y a des solutions, et souvent ils sont en mode j'ai un petit budget DSI et puis je suis derrière. C'était avant, et je pense que là ça commence justement à changer. Florence, dans l'enquête qui a été menée, on a pu voir des DRH assez différents prendre la parole en fonction du secteur qu'ils représentaient, de la taille de leur entreprise également. Alors bon, évidemment, on va reconnaître que ceux qui s'expriment auprès de journalistes, c'est un petit biais de sélection, on va dire, et ils ont tendance à avoir des choses à dire. Quel enseignement tu tires par rapport à cette envie de remise en question à laquelle tu faisais référence, de dire je suis peut-être un directeur de la transformation en devenir quelque part? On sent encore justement un vrai questionnement sur la légitimité, enfin sur le... Alors j'avance un peu sur notre troisième point, mais sur en gros jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux même m'autoriser à aller, parce que les DRH, c'est des professionnels qui, enfin, leur matière première, c'est ça en fait, c'est l'évolution, c'est l'employabilité, c'est la formation. C'est ce qu'ils encouragent chez les autres en fait, mais la question, elle vaut aussi pour eux. Et je veux bien vous entendre là-dessus parce que je trouve ça intéressant. Il y a une très grande différence entre jusqu'où je dois aller, est-ce que ça doit être moi le directeur de la transfo, et jusqu'où je peux aller déjà, premier écueil potentiel, parce qu'il y a des freins, j'imagine. Et puis par quoi on commence une fois qu'on a l'objectif? Alors, en gros, le DRH peut-il et doit-il être un directeur de la transformation, si j'y vais à la hache sur le sujet? Qu'est-ce que ça vous évoque? Pour moi, oui. Enfin, il est forcément acteur, il doit être complètement impliqué dans son COMEX, son CODIR, et c'est lui qui doit pousser les sujets. Justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'aller aussi chercher l'extérieur, avoir un regard, une position d'écoute par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis des managers, et c'est à lui de remonter les infos, d'aller interpeller, proposer des solutions. Ce n'est pas forcément lui qui prendra la décision, mais sa posture, il doit aller en tout cas être le poil à gratter, comme on dit, pour justement faire en sorte de faire bouger les lignes. Est-ce que vous avez été formé comme ça ou est-ce que c'est en pratiquant que finalement vous vous êtes dit non mais moi mon métier je veux que ce soit ça? Ouais, c'est plutôt en pratiquant. C'est la question. Ouais, oui. C'est plutôt en pratiquant, et moi je l'ai pratiqué dans les environnements français et à l'international, où là aussi avec les cultures sont encore très différentes, mais c'est plus en pratiquant. Alors je comptais sur le témoignage de Camille Dard ce soir, qui est DRH de Planète Oui, un fournisseur d'électricité, de taille effectivement très différente par rapport à FH Construction, et qui en plus, dans sa lettre de mission quand elle a été recrutée, a cette casquette de DRH et
directrice de la transformation pour mener une vision qui n'est pas juste la vision de dire on va mener la transformation RH. Derrière, il y a la transformation d'une organisation qui est en forte croissance en fait. Pour prendre l'exemple de Planetly, qui est de dire ça grandit vite. Et on ne peut plus avoir finalement les mêmes usages qu'on avait en termes d'engagement, etc. quand on n'était que quelques-uns. Si on veut grandir et que ça soit pérenne, il faut avoir une vraie direction de la transformation qui mène ça de manière assez forte. Et notamment, de ce fait de son expérience chez Greenpeace, voilà, c'était les logiques d'horizontalisation dont il a été beaucoup question ces dernières années, de dire comment on met ça concrètement en place pour une entreprise qui est en croissance, comment on fait attention finalement de ne pas se retrouver pris dans les silos, dans la structure pyramidale. Et c'est là peut-être que la notion de directeur de la transformation liée au titre RH peut être intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si aujourd'hui, peut-être Boris, ça ne vous choquerait pas de voir des RH et directeur de la transformation sur la même carte de visite, entre guillemets? En tout cas, dans les grands groupes que je connais, très souvent, il y a une direction de la transformation qui est sous l'aile des RH, de la fonction RH. Et quand le passage à l'échelle ne se fait pas de la transformation, c'est très souvent qu'il n'y a pas en fait assez d'alliance, d'articulation entre cette fonction et par exemple la formation, pour juste donner un exemple. Et le seul qui peut orchestrer tout ça, maintenant, c'est effectivement le ou la DRH. Et donc il y a vraiment cette question en fait d'avoir ce pouvoir-là dans l'organisation. Ça, c'est une première chose. Mais après, je pense qu'il y a un deuxième volet qu'on a un petit peu abordé, mais qui est très, très important à mon sens. C'est aussi la reconnaissance qu'on donne en fait à l'importance de la fonction RH par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose autour de faire monter en compétence la fonction RH en puissance. Mais aussi, en fait, c'est sensibiliser, acculturer, décoder, à voir différemment aussi la fonction RH. Est-ce que c'est attendu de quelque part dans Exactement. Exactement. Parce que tant qu'on est dans le même système de croyance limitatif, et ben forcément, non, ça ne pourra pas se faire. Olivier, des directeurs de la transformation, c'est... Ah non, ça ne me choque pas du tout. Je pense qu'au contraire, le DRH a pris une place importante avec les différents événements. Et aujourd'hui, effectivement, qu'ils apportent, qu'ils soient au même niveau que la production, le client, je pense qu'ils sont tout à fait capables de faire grandir l'entreprise et pouvoir faire une transformation en profondeur. J'ai un retour d'expérience par rapport à ce que disait Boris. C'est vrai que finalement, ce qu'on a observé, ce qu'on a mis en place nous, depuis 2 ans maintenant, c'est que c'est vrai que tous les ans, finalement, les patrons d'entités devaient présenter leur plan stratégique, leurs prévisions finalement d'activité pour l'année avec leur chantier par rapport à ça. Et depuis 2 ans, on a mis en place tous les ans finalement les prévisions RH et prévention. Et donc le DRH doit venir devant le président des pages construction, le DRH par région, en fait il y en a 9 en France et 3 pays européens, et il doit présenter son bilan finalement de l'année précédente, ses orientations stratégiques liées évidemment au plan stratégique de la branche, et puis en même temps juste sur quoi je m'engage tout au long de l'année pour faire ça. Et là aussi, clairement, ça repositionne la fonction dans un domaine stratégique. Et finalement, son patron, il est avec lui, mais c'est bien le DRH qui explique au président finalement de la branche construction exactement ce qu'il va mettre en œuvre et comment finalement il va faire bouger finalement sa fonction à l'intérieur de son périmètre. C'est très intéressant et ça positionne clairement la fonction finalement dans l'organisation, je trouve. Effectivement, c'est un bon exemple de comment on évolue sur ces sujets-là. Il y a une question qui est peut-être dans le prolongement de certaines choses qu'on s'est dit, mais c'est peut-être plutôt lié à quand on dit que les RH doivent se transformer, se remettre en question. Est-ce que vous jugez aujourd'hui qu'ils sont suffisamment digitalisés eux-mêmes? On parle beaucoup de la digitalisation de l'entreprise, de ses métiers, etc. Est-ce que la fonction suit assez bien ou est-ce qu'il y a quelque part une réticence à s'emparer d'outils qui feraient changer un peu les manières de faire le métier RH? On le voit sur un peu tous les typologies d'acteurs dans l'entreprise. Est-ce que vous avez un retour là-dessus sur cette digitalisation des RH en tant que telle? Je crois qu'aujourd'hui, la fonction s'est beaucoup digitalisée quand même. Quand on regarde toutes les étapes entre le recrutement, la formation, tous les éléments paye, enfin des choses comme ça. Je crois que c'est presque trop d'un coup. Enfin, en tout cas, par rapport à une organisation comme nous, j'ai l'impression qu'on s'est lancé dedans à une vitesse accélérée et finalement, c'est plutôt la conduite du changement qui n'a pas suivi et le fait d'associer tout le monde, que ce soit la fonction, mais aussi les collaborateurs, mais aussi les managers. Et à un moment donné, on est comme dans un entonnoir et puis là, ça coince un peu. Moi, c'est un petit peu l'impression que j'ai. Donc oui, je pense que c'est beaucoup digitalisé, mais de manière un peu désordre.
désorganisé, désordonné, et qu'il faut un peu stabiliser avant de repartir peut-être vers un nouvel élan. C'est ma perception. Je n'ai pas commencé dans vos organisations ou dans les autres. Bah, nous, le LabRH s'est beaucoup développé et c'est la preuve effectivement qu'il y a vraiment un attrait énorme pour les outils digitaux. Après, moi je rejoins le fait qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est fait par contrainte, parce qu'on doit le faire ou parce qu'on veut le faire? Parce que en fait c'était une telle tendance sociétale, un tel raz-de-marée que quelque part forcément les organisations ont suivi. Mais toute la question, c'est quel sens en fait on veut donner à ces outils. Enfin, je veux dire, le nombre d'organisations qui sont allées voir le LabRH pour dire digitalisez-nous en fait et ça va régler nos problèmes. Et la première année, la deuxième, on a un peu profité de ça, on a surfé sur la vague, et puis après, c'est nous qui avons dit stop. Non, vous allez réfléchir au sens de ce que vous voulez faire, c'est pas l'outil qui va régler quoi que ce soit en fait. Oui, c'est ça. L'outil accompagne. Olivier, j'imagine que vous avez même... Nous, on a beaucoup de discussions, et je pense qu'il y a une bonne digitalisation sur différents aspects. Effectivement, ça s'est beaucoup accéléré, et que je pense qu'il faut mettre un plan, effectivement, un peu plus long terme, moyen terme, sur 2-3 ans pour voir l'assimilation et l'accompagnement. Vraiment, l'outil tout seul, sans accompagnement, sans transformation, il ne sert pas à grand-chose. Oui, il y a toujours un peu la tentation du solutionnisme technologique. Mais ça ne suffira pas, on ne peut pas suffire. Avant de passer à la suite et cette question que posait Florence sur jusqu'où on peut aller dans ces transformations-là, ce serait intéressant d'avoir votre avis dans le public, si certains d'entre vous veulent nous donner une réponse avec un petit sondage. Justement, dans votre entreprise, est-ce que vous estimez que l'ADRH est plutôt à la pointe des enjeux de transformation, donc par nature un peu transverse? Est-ce que vous sentez qu'elle se remet en question, mais il y a encore un certain nombre le chemin est long, on va dire, ou est-ce que vous avez cette perception d'une DRH qui est trop conservatrice quelque part, parce qu'elle est arc-boutée sur ses vieux réflexes, et que malheureusement il va falloir une vraie révolution en interne. Si vous pouvez prendre 2 secondes pour nous répondre juste en cliquant sur la fenêtre qui s'est affichée, et Alice vous me fait signe s'il y a quelques réponses, qu'on puisse passer à notre dernière partie de l'échange. Ops. Merci. On est principalement, je ne vous le cacherai pas, sur des réponses qui sont intermédiaires, et ça commence à se remettre en question, mais pas beaucoup. Il reste du chemin sur le sujet. Alors encore une fois, je vais pas dire qu'on est représentatif de quoi que ce soit ce soir, et c'est juste pour prendre la température de quelques personnes qui ont voulu répondre, mais on sent qu'il y a un peu en tout cas dans les perceptions, un peu de travail à faire. Je voulais revenir justement sur ce dernier point qui a été abordé, de dire finalement dans la relation avec le COMEX, avec la vision stratégique de l'entreprise, au rôle qu'on veut donner, au sens qu'on donne à la transformation, à sa digitalisation, et ça englobe effectivement les RH. Où est-ce que jusqu'où le DRH peut aller dans sa propre transformation? Est-ce qu'il n'est pas quelque part sur une voie de chemin de fer où il y a un certain nombre de sujets qui, même si ça pourrait aider à faire émerger cette vision agile, transversale qu'on appelle de nos voeux, au final ça ne tombera pas naturellement dans son escarcelle, donc ça risque d'être compliqué. Et pour ça, j'aimerais avoir votre avis peut-être sur les chantiers aujourd'hui que vous jugez structurants, les sujets de demain qu'il faut adresser concrètement. Je parle en termes de chantier, si on sort de cette expression de il faut ou il y a qu'à sur le sujet. Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui peser le plus par rapport à ce que va être votre rôle demain? Comment vous vous projetez là-dessus? Après, je crois que toutes les transformations, tout ce qu'on peut mettre en œuvre par rapport à ce sujet de l'engagement, le DRH, forcément, il a investi, il doit être engagé. Mais au-delà de ça, je trouve que le chantier prioritaire, pour moi, c'est la posture managériale.
Oui. C'est vraiment le point sur lequel finalement on n'embarquera pas tout le monde. Finalement, le DRH, il ne peut pas être présent partout. Par contre, le manager est présent partout. Comme je disais, finalement, à toutes les strates de l'entreprise. Et si vraiment il y a un chantier prioritaire, c'est finalement de faire évoluer les compétences de ces managers par rapport à un certain nombre de sujets qu'on a évoqués, de partager, quelque part un peu de donner du sens, de donner le cap, mais aussi de donner du feedback, de la reconnaissance. Enfin, il y a tellement de choses finalement que le manager doit faire. Je crois surtout de faire évoluer cette posture-là et c'est très important. Effectivement, on a eu la chance d'avoir eu un échange, une vidéo, une émission que tu as fait, Florence, sur ce sujet-là spécifiquement de la transformation managériale. C'était avec Enedis, je crois. Si tu veux nous dire quelques-uns des messages qui sont passés. Enedis avec une direction dédiée aux cadres et aux managers pour la transformation managériale. Voilà, pour s'occuper vraiment d'eux. Et des mesures, enfin en tout cas c'est encore à laisser, mais des mesures très concrètes comme le fait de qualifier les managers, enfin de mener leurs propres évaluations annuelles en fonction de la satisfaction, je n'ai pas envie de dire du bonheur, mais de la satisfaction des employés. C'est-à-dire changer les indicateurs, quelque part, qui sont utilisés pour à la fois l'évaluation des managers, les évaluations, eux, de leurs équipes. Oui, c'est ça. Et là encore, jusqu'où on va? Parce que si on tire le fil, ça veut dire jusqu'à la logique de rémunération oui, ça allait jusque-là. Ça va jusque-là. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'Olivier, on était ensemble et moi, ça m'a beaucoup marqué ce point-là, mais il y a peut-être d'autres points qui t'ont... Ils réfléchissent effectivement. Une partie du variable serait mesurée sur la satisfaction, le retour de l'employé et comment on s'est mis en place. Pas sur tout le monde, hein, c'est une expérimentation qu'ils font, mais après ça va amener à se développer s'ils y arrivent. Oui, le but c'est d'avoir quelques pionniers en interne sur une grosse entreprise voilà, comme Enedis qui vont derrière vérifier si c'est crédible de faire ça et qui derrière pourront dériver à d'autres. C'est vrai qu'on est sur quand même une organisation qui en termes de strate managériale et de niveau d'accompagnement, c'est peut-être assez d'ailleurs similaire à ce que vit FH ou FH Construction. Est-ce que vous vous êtes posé des questions comme ça sur finalement jusqu'où on va dans cette transformation de managériale? Est-ce qu'il faut changer les indicateurs, la façon d'aborder la rémunération, etc. Alors, on n'est pas allé jusqu'à ce niveau-là, mais on a une expérience en ce moment un peu similaire, justement, qu'on mène ça dans une filiale parisienne. On n'a pas appelé ça le 360, mais le 180, où c'est le collaborateur qui va évaluer finalement son manager et il peut aller faire un feedback, finalement, l'entretien individuel. Normalement, c'est dans l'entretien individuel, il y a cette relation manager-manager qui doit être évoquée. Mais finalement, elle se fait assez peu. Et l'idée, c'était de le formaliser souvent, enfin, un petit document pour générer le dialogue. Et on est en train d'expérimenter ce 180 là, qu'on est en train de lancer. Ah, c'est le même esprit. Ouais. Ouais, c'est un peu la même hypothèse. On le fait effectivement tous les 6 mois. On a une évaluation de tous les employés qui évalue le manager au-dessus, l'entreprise. Comme ça, on peut mesurer tous les 6 mois quel est le retour d'engagement. Et on a un critère très important sur l'engagement d'employés qui est revenu. Alors j'avais envie de vous poser la question, est-ce que c'est des anglo-saxons? Est-ce qu'il y a une frontière avec le français? Je ne sais pas, vous avez connu les deux, vous nous avez dit. Non, je ne suis pas sûr que ce soit le domaine différent. Après, les exigences, les attentes ne sont pas les mêmes en fonction des cultures. Oui, exactement. Mais les modèles, non. Et le métier. Oui, c'est ça. Après, nous aussi, on a un baromètre interne qu'on fait tous les ans. Je pense que ce n'est pas la même chose. Là, c'est une relation plus personnelle, finalement, entre le manager et le manager. Il y a une notion de transparence qui est importante aussi dans l'authenticité, transparence, de dire les choses. Et c'est vrai que dans cette relation, je pense que c'est important. Et on essaie de faire en sorte que ce dialogue soit constructif et qu'il soit plus facile. Est-ce que justement, sur Boris, cette vision de la transformation managériale, ça arrive systématiquement dans l'équation quand on parle de la transformation RH, parce que le RH il se transforme seul entre guillemets dans sa bulle, que ce soit en se digitalisant avec des outils ou en changeant un peu ses méthodes, c'est que de toute façon ça sera limité par rapport à l'impact qu'il y aura sur l'entreprise. C'est quelque chose que vous voyez de la même façon? Oui, mais enfin, là j'aurais assez envie, j'ai enfoncé le même clou décidément toute la soirée, de revenir en fait à la question de la cohérence. Au fond, pour moi, c'est impossible qu'une organisation se déploie, se transforme et s'engage au-delà de l'engagement en fait des dirigeants qui va se répercuter et s'aimer auprès des managers. Et en fait, par rapport à ça, si vous voulez,
si la fonction RH et les RH n'incarnent pas, mais à 200%, les valeurs, la vision d'entreprise, etc., il ne faut pas espérer, si vous voulez, qu'ensuite ça cascade, que ça suive. Donc, je reviens toujours au même sujet. C'est finalement aujourd'hui, il me semble que la priorité, c'est vraiment en fait de soigner, c'est-à-dire de donner finalement en fait la même chose au RH que ce qui était jusque-là donné aux grands dirigeants. C'est des gens qui deviennent puissants parce qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes, à développer leur intuition, etc. Ils sont très suivis, très accompagnés. Il faut au moins maintenant, je pense, le même niveau d'accompagnement pour rendre les DRH puissants et donc capables de confronter à la fois la tête et d'accompagner toute la montée en puissance du corps, quoi. Florence, on a abordé ça dans l'enquête, il me semble, sur des sujets qui sont finalement qui dépassent le DRH et qui vont taper, comme tu le disais, à la porte du COMEX ou même de finalement quelque part la posture de la direction générale, de dire finalement c'est quoi le cap, quoi, et le DRH au même titre d'ailleurs que d'autres postes, il sera dans cette lignée-là, peut faire peut-être apparaître des petits gaps, on quoi. arrive vite à cette ligne invisible du top management, quoi. On y arrive très vite, on y arrive notamment dès lors qu'il s'agit de parler d'innovation, parce qu'on a posé la question aussi du rôle du DRH dans la stratégie d'innovation de l'entreprise. Alors on est toujours un peu dans la même idée de savoir s'il est plutôt là pour la décliner, la rendre, enfin l'opérer, c'est pas négatif quand je dis de la décliner, mais à partir du moment où la stratégie d'innovation est définie, est-ce que le DRH est là pour la rendre possible, recruter les métiers nécessaires, etc., mettre tout le monde en ordre de marche, ou est-ce qu'il a même vocation à être là dès le départ, à la penser, la stratégie d'innovation, en essayant d'anticiper demain. Et alors typiquement ce sujet-là, c'est un sujet parmi d'autres, l'innovation, mais je trouve qu'il montre assez bien à quel point, je parlais au début de l'émission, je parlais d'un échiquier et des jeux de pouvoir dans l'entreprise, et je trouve que l'innovation, c'est le reflet de ça. Voilà, est-ce qu'il y a un moment où le DRH, il touche à ses limites, ou alors il faut qu'il prenne la barre, quoi. Il faut qu'il devienne le patron. C'est la question quelque part aussi, si on gratte un peu sur la transformation RH, en fait, est-ce qu'on ne touche pas la transformation du DG derrière qui doit donner ce là quelque part et inspirer les RH. Je ne sais pas si c'est ce que ça vous évoque, cette notion un peu de ligne rouge. Est-ce qu'on ne commence pas à remplacer quelqu'un d'autre qui est là pour ça? Enfin, à quel moment il faut s'arrêter? Est-ce que la question se pose comme ça déjà? Moi, j'ai tendance à dire que personne ne peut le faire à la place du DRH. Parce que si vous voulez, en fait, il a une position très particulière dans l'organisation. À la fois, il est en contact avec la tête et il est en contact en fait, avec tout le corps. Si c'était en fait un organisme, ça serait le système nerveux. En fait. Donc vous voyez, il n'y a personne qui peut le remplacer dans cette fonction-là. Fonction qui devient de plus en plus centrale dans un monde qui est de plus en plus incertain, en crise permanente, etc. Donc il n'y a que lui, quelque part, qui peut piloter ça. Pour ça, je reviens toujours au même truc, c'est que finalement, si lui, humainement, ne se déploie pas complètement, ne devient pas en fait vraiment puissant, inspirant, etc., qui va le faire, vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être avant de prendre les questions du public, sur ce rapport à la direction générale, Franck Gauthier, est-ce que c'est la façon dont on s'aborde la transformation des RH, est-ce qu'il y a une demande explicite? Est-ce que tout le monde se transforme un peu en même temps et apprend en même temps de ce qu'impliquent les événements récents et ces façons de faire? Comment vous le vivez ça? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une demande explicite justement de se positionner comme ça? Non, pas forcément. Le rôle de la fonction RH, c'est exactement ce que disait Boris. Ça, c'est clair. Ce que je disais tout à l'heure, il faut la gratter, aller challenger, apporter des idées neuves. Et la première chose, c'est son patron. Et toutes les strates, c'est son patron de toute manière. La seule chose, c'est qu'il faut que la fonction incarne justement cette transformation. Et justement, il faut l'accompagner. Alors, les outils, ce n'est pas facile à trouver. Mais justement, il faut accompagner cette fonction pour qu'elle se positionne différemment. Je crois que c'est tout l'enjeu aujourd'hui sur lequel on est. Voilà. Est-ce qu'on a des questions peut-être de public, si on arrive au bout du temps qui nous est imparti? On peut remonter une question dans le chat un petit peu qui va parler d'un autre acteur qu'on n'évoque pas souvent aussi, c'est quid du rôle de l'appui de l'actionnaire? Quel est son rôle pour pérenniser une organisation à qui il demande historiquement qu'un rendement financier à court terme et non une robustesse dans le temps? Est-ce qu'il y a un poids des actionnaires sur la transformation RH ou
la transformation du collaborateur? Est-ce que c'est explicite aussi? Alors, pour FH, c'est un peu particulier, c'est 80% des salariés sont actionnaires. Donc forcément, c'est pas de solution. là, c'est une solution un peu particulière. Dès que vous mettez en œuvre, vous savez que vous touchez 8 personnes sur 10 quand même. Ouais. Donc ça, c'est très très particulier. C'est même toutes nos actions, finalement, on se pose la question à quoi ça va enrichir, contribuer finalement au bien-être des collaborateurs indirectement. Donc non, on n'est pas forcément... Oui. Maurice, dans ce que vous voyez ça... De toute façon, pour moi, en fait, ce qui fait la performance et le succès d'une organisation, c'est quand même principalement ses capacités à apprendre dans le temps. Et en fait, pour ça, si vous êtes dans une pression constante, que vous n'avez pas des moments, en fait, voilà, où vous pouvez un petit peu prendre de la hauteur, c'est très très difficile. Donc, les actionnaires qui ont compris ça, en fait, apprennent à patienter et à créer ces espaces de sécurité pour que l'organisation et sa direction prennent un petit peu le temps de faire les choses, et ceux qui mettent une pression constante, eh ben, généralement le moteur surchauffe et puis ça pète, quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc il faut leur faire des stages dans la forêt pour qu'ils apprennent à patienter. On a aussi effectivement, selon les stratégies d'actionnaires et le type d'actionnaire, j'imagine des exemples très différents. Et là encore, un terme, c'est peut-être difficile de tout réunir derrière un terme. Est-ce qu'on a d'autres questions venant du chat ou du module? Une question qui revient sur les managers. Ne trouvez-vous pas qu'on en demande beaucoup aux managers? Est-ce que l'on ne se tromperait pas de combat? L'équipe a une responsabilité tout autant que le manager. Y a-t-il un déséquilibre dans cette façon de faire? Je pense que le manager doit justement lier une équipe et travailler ensemble avec son équipe. Donc prendre des décisions avec l'équipe et expliquer sa décision et le pourquoi. Un peu ce que je voulais dire au début, un sens. Donc je pense que c'est toujours, le manager doit être transparent, demander à son équipe son avis et essayer de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Pas toujours possible, mais effectivement des fois après il y a le rôle du manager pur, mais l'équipe est très très importante. On en demande trop aux managers aujourd'hui? Ah oui, on en est fatigué. C'est un cri du cœur. Est-ce qu'on en demande trop aux managers? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on en demande trop. Finalement, il faut l'accompagner à mieux manager son équipe, à mieux la piloter et à faire en sorte finalement qu'il n'ait plus rien à faire, finalement, que ce soit l'équipe qui finalement produise finalement et qui collectivement finalement s'enrichissent. Ce système horizontal, là, peut-être demain. Mais je crois que le rôle du manager, c'est celui-ci, finalement. De décupler les énergies de l'équipe. Moi, j'ai rien à rajouter là-dessus. C'est juste un mot, peut-être, que je pose dessus, parce que c'est justement les parcours que j'accompagne aujourd'hui pour des entreprises. C'est ce que moi, j'appelle le manager facilitateur. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est un facilitateur? C'est quelqu'un qui crée des cadres de co-responsabilité dans l'équipe. Voilà. Et on peut se dire, du coup, il se débarrasse, il n'y a plus rien à faire. Non, non. Là, en fait, c'est... Oui, il faut garder le... oui, c'est toute une expertise de faire ça. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle ou des réactions peut-être sur vos propres expériences, des choses que vous avez pu vivre par rapport à cette notion d'engagement collaborateur ou par rapport à ce qui a été dit, la transformation managériale, les aspects de digitalisation des RH en tant que tel? Fred, on peut vous donner peut-être un micro. Merci. Frédéric Hanin, DRH MNT, donc dans l'assurance santé. Je voulais juste réagir sur effectivement le positionnement RH par rapport à la transformation. La perception que j'ai, moi, notamment depuis depuis la crise Covid, c'est que la fonction est quand même pas mal tiraillée entre effectivement l'obligation de rester quand même sur ces fonctions régaliennes traditionnelles et puis des attentes de plus en plus importantes en termes d'accompagnement du changement. Alors elle est beaucoup critiquée parce que finalement on lui demande aussi sans doute de temps en temps une chose et son contraire, c'est-à-dire qu'on l'attend sur à la fois la stabilité et la capacité à engager le mouvement. Donc je sens un certain paradoxe aujourd'hui au sein de la fonction qui n'est pas forcément toujours facile à vivre au niveau des équipes et qui réclament, enfin vous avez beaucoup insisté dessus, c'était très intéressant, beaucoup de formation, d'accompagnement. J'aime bien cette idée de développement humain de la fonction RH. En tout cas, moi je le ressens énormément parce qu'on demande de plus en plus à nos collaborateurs d'avoir des casquettes différentes selon les situations. Et c'est vrai que la crise sanitaire, j'ai l'impression, a accéléré un certain nombre de choses qui étaient latentes, évidemment, depuis longtemps.
Et on a dit en plus que les DRH dans leur formation traditionnelle, comment on sortait pour devenir un DRH entre guillemets de l'école, c'était pas forcément ces sujets-là qui sont abordés de cette façon-là entre la théorie des DRH et la réalité du terrain. Il y a un petit gap. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres témoignages Enfin, moi, je pense que c'était. Bonjour, Dominique Laurent, DRH France de Schneider Electric. Je pense que c'était assez clair. Un point qui me paraît en revanche important, c'est de donner probablement une visibilité sur. Alors, nous, on ne parle pas de monde d'après, mais enfin, c'est juste une histoire de sémantique. On parle de next normal, la nouvelle normalité dans laquelle on va entrer. Et moi, je suis personnellement convaincu que organisationnellement, la façon que les entreprises auront travaillé, à partir de maintenant, sera différente. Je ne dis pas radicalement différente, mais elle va être différente. Je crois beaucoup à un phénomène physique qu'on appelle le hystérésis, qui est de dire finalement une cause provoque un certain nombre d'effets et de conséquences. Cette cause disparaît, les conséquences perdurent. C'est un phénomène qui vient de la physique, qui est très utilisé en économie, qui est aussi utilisé en sociologie du travail, et je crois beaucoup que ce qu'on a vécu là va générer ou a déjà généré un phénomène d'hystérésis. C'est-à-dire que la crise Covid, à un moment, va disparaître, mais qu'en revanche, un certain nombre d'effets vont perdurer, et encore faut-il les identifier, les adresser, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça touche à la relation manager-manager, ça touche à l'engagement des collaborateurs. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, on va continuer à faire équipe, à faire collectif, et je crois que là, il y a un gros travail à faire là-dessus, qui je trouve qui est assez passionnant d'ailleurs pour les RH, qui vont continuer à être des agents de transformation. Moi, je ne crois pas que la crise Covid allait révéler les RH. Je ne crois pas qu'elle ait révélé le DRH stratégique qu'il était ou il ne l'était pas avant. Je crois assez peu à l'idée que le mec il se soit révélé comme ça au milieu de tout ça, grand stratège. Mais en revanche, là, il y a un rôle effectivement à trouver, à redéfinir sur ce que va être cette nouvelle normalité, quoi. Nous, je sais qu'on y travaille beaucoup et c'était assez passionnant d'ailleurs à faire. Voilà. Merci pour le témoignage. Effectivement, on a eu en plus cette logique de dire qu'il y a des effets de bord, on va dire directs, bien perceptibles. Tout le monde nous a parlé, dès qu'on a commencé à mener l'enquête, tout le monde est revenu sur le télétravail, sur voilà, la gestion du travail à distance au sens large, voire de l'hybride. Mais après, je vous remercie d'ailleurs, on n'a pas fait un focus là-dessus immédiat, qui était toujours un peu le risque, nous, quand journalistes, quand on pose la question de voilà, les priorités RH, parfois on rentre par le petit bout de la lorgnette en disant bah oui, l'outil de visioconférence à l'échelle de l'entreprise, voilà ce que ça change. Je me suis reconnaissant d'avoir élargi un peu le spectre. Mais c'est vrai qu'au-delà de ces effets de bord un peu immédiats, on se rend compte qu'il va y en avoir en rang 2, en rang 3 qui vont se renforcer. Et notamment, c'est pour ça qu'on a créé la rubrique aussi sur le futur du travail, pour essayer d'avoir cette vision de long terme qui sera assez riche, j'espère. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres témoignages? Patricia, tu es journaliste du coup aussi pour Alliancy. Qu'est-ce que ça t'a évoqué? Alors, transition parfaite avec ce que vous venez de dire, la nouvelle normalité, c'est l'hybridation. C'est franchement le sujet actuel dans les entreprises, c'est la nouvelle organisation du travail, avec, comme vous l'avez très bien dit, le fait que le DRH doit ruisseler, doit incarner les nouvelles valeurs et le changement, et sur les managers et sur les salariés, sinon ça ne marchera pas. Et là, j'ai une question que je poserai à tous les DRH qui nous écoutent, justement, c'est concernant les managers, est-ce qu'il n'y a pas une peur et un ras-le-bol des managers actuellement, parce que pendant la crise du Covid, ça a été très difficile à gérer, que maintenant, il faut que ça devienne une normalité d'arriver à gérer des équipes qui sont sur place, des équipes qui sont à distance, des gens qui ne veulent plus être managés, parce qu'il y a des études récentes qui disent que autant il y a avant le Covid, pour les salariés, le rôle du manager, c'était de diriger, de donner des ordres, et maintenant, ça arrive vraiment dans les dernières fonctions que les salariés estiment que le manager doit avoir. Ils estiment qu'il doit avoir d'autres fonctions. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les managers ne sont pas désemparés? Est-ce qu'ils ont encore envie de manager, finalement? Parce que moi, j'ai aussi des informations de DRH qui me disent que les managers, ils ne trouvent plus de managers, finalement. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez des gens pour manager vos employés? Est-ce que vous n'avez pas ce problème-là? Boris, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui êtes au sein des organisations, Monsieur Desfages aussi, qui est DRH, est-ce que vous sentez cette espèce de fuite des managers?
C'est une question compliquée, je laisse attirer. Mais comme vous voulez. Je ne sais pas. Après, c'est même la notion de management. Dans la manière dont vous l'exprimez, vous dites un manager devait donner des ordres, diriger. Ben, déjà, pour moi, ce n'est pas forcément le bon management, ce n'est pas la bonne voie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le manager, il doit être facilitateur, il doit aider finalement ses collaborateurs à émettre des avis. Finalement, ils ne doivent pas s'auto-gérer. Mais quelque part, il n'y a pas qu'une seule voie, et la voie, ce n'est pas celle du manager. Un manager, il est là pour aider ses collaborateurs à trouver le chemin, à atteindre l'objectif. Peu importe le chemin, du moment que l'objectif est atteint. Parce que dans le vrai monde, c'est peut-être pas comme ça que ça se passe. C'est comme les DRH, il y en a de toutes sortes. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut accompagner ces managers dans cette nouvelle manière de travailler, dans ces nouvelles attentes des collaborateurs, de travail des générations aussi. On parle des jeunes, on parle aussi, il y a des moins jeunes aussi, sur lesquels il faut s'adapter. Je crois que c'est plutôt finalement cette adaptation, ce modèle de management qui évolue, peut-être lié à la crise, mais je pense qu'il était aussi un peu différent, peut-être qu'il est un peu exacerbé aujourd'hui. Et je crois que, est-ce qu'on a encore des managers? Non, il faut qu'ils apprennent finalement à peut-être manager différemment. C'est sûr que ça crée de l'inconfort, les beaucoup, transitions, mais est-ce que ça va jusqu'à l'abandon? Peut-être pas. Alors, moi, enfin, tout à fait. Et donc, pour rebondir là-dessus, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui s'en tirent avec des pirouettes, mais beaucoup de directions d'entreprise, parce que là, je vise de nouveau en fait les dirigeants, qui se disent finalement, si on met en place de l'hybride, du télétravail, etc., c'est bon, on a tiré les bonnes leçons du Covid et on peut continuer comme ça. Bon, je pense qu'en fait, en réalité, ça interroge très profondément les croyances sur lesquelles étaient construites les organisations et le travail, là, ce qui est arrivé en 2 ans. Et en fait, c'est très utile ce que vous avez dit, c'est-à-dire que je pense qu'en fait, aujourd'hui, on fonctionne, si vous voulez, sur des modes qui ont été mis en place pour répondre à des crises et à des contextes qui remontent à des décennies, voire des siècles. Or, aujourd'hui, ça a totalement changé, c'est-à-dire qu'il faut tout revoir du sol au plafond, quoi. Vous voyez, dans les modèles de direction, dans le management, dans tout, en fait. Et donc, le truc, c'est que plus on va rester dans notre tunnel et vouloir revenir dans le passé, plus, en fait, ça va nous péter à la figure et plus on aura d'autres catastrophes qui vont être les moyens de se rajuster. Plus, et je reviens toujours à mon truc, plus on mettra en place des cadres de sécurité, en commençant par les CODIR, pour poser les peurs au centre, en disant on a peur du changement, on a peur de ceci, on a peur de cela, etc. Plus on va pouvoir organiser, si vous voulez, la possibilité de faire que le train, plutôt que de dérailler, prenne une autre voie. C'est aussi simple que ça, en fait, je pense qu'on a une réponse. Sur ce sujet-là, justement, dans le travail qu'on mène sur le Next Normal, qu'on a vraiment construit comme un programme entier, avec 10 initiatives à l'intérieur de ça, il y en a une qui est sur les systèmes de management et la charte de management, l'un avec l'autre. Et pour faire simple, c'est de dire effectivement la crise Covid, en faisant exploser au sens physique du terme les collectifs de travail et les équipes, a obligé, pour ceux qui ont bien managé, a obligé effectivement les managers à redéfinir les façons du vivre ensemble et du travailler ensemble. Et ce qu'on veut maintenant rendre un peu systématisé, alors obliger personne, mais mettre à disposition de tous les managers et des collaborateurs pour qu'ils fassent pression sur le manager pour qu'ils aient cet exercice-là, c'est de les amener, alors on va les guider, on va les outiller pour ça, mais de les amener à se poser avec leurs équipes et de dire finalement, dans ce monde nouveau, comment va-t-on travailler ensemble, comment va-t-on interagir, qu'est-ce que vous attendez de moi, qu'est-ce que moi j'attends de vous. Si on vient au travail, est-ce qu'on décide de... Je vous donne des exemples, est-ce qu'on vient au travail, est-ce qu'on décide d'y venir ensemble, est-ce qu'on se donne une journée fixe ensemble, si on vient au travail, c'est pour faire quoi? C'est pas pour faire des mails, parce que sinon autant rester à la maison. Donc voilà, c'est de définir et donc de structurer toute une démarche autour de ce qu'on appelle les systèmes de management, et pour qu'à la fin, il ressorte de ça une sorte de document qu'au fond, on va écrire une fois, qu'on n'ira jamais voir, il ne faut pas se raconter l'histoire, mais en tout cas de le formaliser une fois, ça permettra de l'ancrer dans les esprits de tout le monde, et on n'attend pas qu'une charte de management soit identique d'un service à l'autre, c'est à chaque manager, selon ses propres modes de régulation et celles souhaitées par son équipe, qui va définir effectivement comment les personnes vont travailler ensemble. Parce qu'on s'est rendu compte que pendant la crise Covid, quand tout le monde a été en télétravail, était en confinement forcé, il y avait 2 situations, et si je caricature à l'extrême, les managers qui ont continué à faire vivre un collectif, probablement en redéfinissant certains modes de régulation, et puis ceux, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, qui étaient alors là, pour le coup hyper concentrés sur la tâche. Le confinement était un grand moment de productivité du travail. La productivité du travail n'a jamais, alors l'épuisement des ressources n'a sans doute jamais été aussi un tel paroxysme, mais la productivité du travail a été très élevée parce que chacun était concentré sur sa tâche, et les managers qui avaient un peu lâché la bride et qui avaient cessé de manager, finalement ont renvoyé les collaborateurs sur probablement une vision globale qui n'était pas extrême, qui n'était pas très bonne, mais en revanche très focalisée sur la tâche. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut continuer, c'est à conserver un certain sens de l'équipe, mais qui ne sera pas le même d'une équipe à une autre. Parce que les collectifs de travail au sens physique du terme
sont en train d'être complètement redéfinis. Moi, je suis intimement convaincu de cela, quoi. Et pour l'engagement des collaborateurs, l'entreprise qui n'est pas capable de formuler clairement une promesse, au sens marketing du terme, sur des cibles d'employés en interne ou sur des cibles de candidats qui seraient susceptibles de rejoindre l'entreprise, si on n'est pas capable d'exprimer clairement c'est quoi la proposition de valeur de l'entreprise dans ce domaine-là, au-delà de ce qu'est notre métier fondamental, hein, nous, de faire de la gestion intelligente de l'énergie, je pense que les entreprises ne vont pas générer beaucoup d'engagement. Merci pour le témoignage. On a... Peut-être, Mathilde, vous avez aussi une réaction par rapport à ça? Est-ce que vous avez pensé des échanges? Donc Mathilde, DRH de Mazars. Je ne reviendrai pas là-dessus, j'étais alignée avec beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, en tout cas moi je vois dans mon industrie aujourd'hui en ce moment, c'est clairement le sujet de l'engagement, enfin de donner l'envie aux collaborateurs de rester. Hein. Alors sans parler de la grande démission, mais il y a quand même, selon des industries et des métiers, ce phénomène qui arrive et qui, je rejoins Boris, pour moi est plutôt l'illustration d'une crise de l'organisation du travail. Et que moi, je pouvais voir, en tout cas du point de vue des nouvelles générations, avant même la crise. Parce qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles ils nous questionnaient bien avant le Covid, qui n'a été que là pour finir de révéler. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est l'engagement, et il ne peut pas se faire sans les managers. Et c'est vrai que... Quand je suis un peu provoque, je leur dis souvent, avant le management, j'appelais ça un attribut statutaire de réussite et un processus organisationnel du travail. Je réussis verticalement, on me file le galon de manager, indépendamment de est-ce que j'ai les capacités pour. C'est pas ça qu'on attendait, hein. C'était on te met des gens qui vont te reporter, et on était bien dans la délégation contrôle, qui est un processus organisationnel du travail, alors qu'aujourd'hui, ça questionne beaucoup plus des vraies compétences. Et je pense qu'on se rend compte que c'est pas fait pour tout le monde. En fait, oui, il y a des gens qui vont dire, en fait, c'est dur. C'est hyper dur. Être manager, c'est gérer les problèmes des autres, parce qu'on est vraiment entièrement, pour moi en tout cas, au service de son équipe, des autres. Et donc, je pense qu'il y a cette prise de conscience que, il faut du temps. Et pour le faire bien, des compétences, et que c'est peut-être un vrai job, et c'est pas fait pour tout le monde. Et donc oui, il y a aujourd'hui des gens qui disent « je veux pas », et je trouve ça assez sain en fait, parce que tous les métiers sont pas faits pour tout le monde. Si on veut avoir des bons managers, faut des gens qui soient bien outillés. Donc je trouve que ça va plutôt dans le bon sens, mais ça nécessite de revoir aussi comment on organise le travail, les équipes, les tâches. Et moi, je suis dans une industrie, par exemple, ça questionne énormément le chemin d'avancement, l'organisation, puisqu'on est en train de dire que le manager, c'est un rôle très particulier, pas forcément dans la production, mais qui est dans la création de valeur tout autre, bien sûr, qui génère la valeur pour l'entreprise, mais qui est moins, on va dire, facilement observable en termes de création de contenu, par exemple, ou de tâches. Mais je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que le manager, il fait un acte qui s'appelle le management. Et je pense que cet acte-là, il ne le fait pas tout seul, et il ne le fait certainement pas bien qu'entre managers. Je pense que le fait d'associer les collaborateurs à la fonction, enfin à l'acte de management, et donc à redéfinir ce qu'est le rôle du manager, est fondamental. Et vous disiez tout à l'heure, il y a des entreprises. Alors moi, il y a un truc que je suis radicalement contre, c'est les directions des ressources humaines, cadres, qui ont un focus sur les cadres. Je trouve que ça, c'est les RH des années 80. Là, vous citiez une entreprise tout à l'heure, hein, et je ne l'en veux pas évidemment, mais je trouve que c'est une façon de faire des ressources humaines qui est hyper datée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fonction de manager, elle doit aussi se définir avec les personnes que l'on manage. C'est pas deux mondes isolés, je suis d'accord avec vous, l'idée de dire, attendez, là c'est un statut, j'ai accès à un statut, j'ai le galon et j'en sortirai jamais, et je suis dans une caste et on se parle qu'entre managers. Je pense que là on est à la RH moins 4.0, hein, on n'est pas en RH 4.0, c'est ressources et back to the future. Après, par rapport à ces réactions-là, c'est un point de vigilance que moi je vois, c'est finalement la déclinaison. C'est pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion d'exemplarité. Et quelquefois, moi, ma crainte, c'est d'avoir des systèmes de management, ou des modèles qu'on essaie de décliner dans l'entreprise, mais finalement, on démarre à partir d'une certaine strate, mais au-dessus, on se considère non concerné. Et c'est vrai que finalement, c'est un processus long qui, pour moi, part vraiment de la tête et qui doit se décliner progressivement pour entraîner tout le monde. Et ça, c'est franchement des étapes qui sont difficiles et qui prennent beaucoup de temps quelquefois parce qu'on a des écarts générationnels. En tout cas, dans notre cas, dans mon cas, c'est le cas. Et c'est quelquefois difficile à mettre en œuvre. Et quelquefois, on peut dire, oui, le manager doit être comme ci, doit être comme ça. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu mets dans ta fonction ?
C'est là il y a quelques blocages qu'il faut... pas facile à décaler. Ce qu'on met en place, c'est sur des... Je parle fort. Je ne sais pas si on vous attend quand vous parlez sport, donc on vous donne la activité, ça. Voilà, c'est des convictions, enfin. Ce qu'on met en place pour lutter contre ça, c'est des enquêtes d'effectif, enfin ce qu'on appelle management effectiveness, ce qui permet aux managers au plus haut le patron de la France aujourd'hui, on fait tous les ans une enquête avec ses N-1, hyper détaillée, hyper fouillée, sur le fonctionnement de l'équipe, les dysfonctionnements de l'équipe, l'alignement sur la stratégie, la compréhension de la stratégie, les moyens donnés aux équipes pour accomplir la stratégie. C'est une radiographie complète justement du management, de l'équipe de direction et du style de management pour s'assurer qu'effectivement on est bien aligné et on adresse vraiment le sujet. Alors l'intérêt quand vous faites ça sur une équipe de management, que vous le faites dans la durée, sur 10 ans, 11 ans, 12 ans, ce qui m'est arrivé de faire. Alors les gens changent, hein, c'est pas toujours la même équipe de management, mais vous voyez effectivement, c'est comme en sport, hein, c'est ce qu'on appelle du suivi longitudinal, c'est super intéressant, parce que vous voyez effectivement une équipe de direction et vous pouvez le corréler avec les résultats de l'entité, les résultats business. Vous voyez qu'effectivement, quand l'équipe de management elle cartonne, elle est très très bonne et qu'il y a un bon alignement des planètes, bah, bizarrement les résultats sont super bons. Boris, peut-être juste rajouter un tout petit truc là-dessus. C'est vraiment fascinant parce que l'entreprise classique, finalement, tout était construit autour du livrable visible, quoi. La tonne d'acier, le kilowattheure d'énergie, etc. Et en fait, ce qui était important, c'était les process qui permettaient de tenir ça. Et là, en fait, ce qu'on dit, finalement, c'est que ce qui va devenir essentiel, c'est tout ce qui était jusque-là dans une dimension invisible. Et très peu quantifié, très peu, etc. Et donc, ça va devenir un enjeu énorme par rapport aux outils, de travailler sur comment est-ce qu'on commence à le rendre visible. Parce que dès le moment où ça devient visible, les décideurs, les directions, les financeurs peuvent se dire « Ok, finalement, en fait, on mise sur ça ». Et là, c'est intéressant parce qu'il y a des entreprises qui commencent à passer sur des systèmes de triple comptabilité financière, développement humain, impact, RSE, voilà. Et puis, évidemment, au niveau de la BRH, hein, il y a des dizaines de startups rien qu'en France qui travaillent sur comment on rend visible le niveau de bien-être, le niveau de confiance dans une équipe, dans une organisation, le développement des soft skills, etc. etc. Donc ça, c'est un enjeu, c'est vraiment majeur là, dans les années à venir. On a besoin, côté innovation, que les organisations misent là-dessus, c'est-à-dire misent effectivement sur ce que développe tout l'écosystème de l'innovation pour qu'on puisse le porter à l'échelle. Donc c'est un petit message. Il faut commencer par connaître pour pouvoir après mesurer, changer, etc. Alors les débats sont passionnés, je vous remercie. On va pouvoir les poursuivre pour ceux qui sont présents avec nous, mais je vais devoir mettre un terme à l'échange, en tout cas tel qu'il est présenté aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis pour ces échanges sur l'engagement collaborateur, ce que ça signifiait. On voit à quel point ça peut nous conduire aussi plus loin dans la transformation des organisations et de leurs principaux acteurs du changement. Je vous invite évidemment, si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger le guide numérique en pratique, hein, dont cet événement vient conclure cette grande enquête menée ces différents mois, où vous aurez cette variété de DRH qui nous ont répondu, qui nous ont fait part de leurs priorités, de leurs chantiers, de leurs craintes, des chiffres clés qu'on a obtenus là-dessus et tous les programmes qui sont liés à ça. Le programme numérique en pratique va revenir sur des thèmes, et on va tirer le fil sur des thèmes associés comme on l'a toujours fait. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures autour de ces thématiques de transformation et sans doute repartir du point RH vers les prochains sujets de l'entreprise. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Et à très bientôt, j'espère, pour de nouveaux témoignages. Merci beaucoup. Merci. Merci.